Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Nous recevons Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy, et Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, au moment où les courbes de Nicolas Sarkozy et de François Hollande se croisent. C'est un sondage IFOP pour Paris Match. Alors, hier soir, Nicolas Sarkozy a repris une proposition de Jean-Luc Mélenchon pour taxer les exilés fiscaux à partir du moment où ils sont français. Ils devront un impôt. Vous reprenez les propositions de Jean-Luc Mélenchon maintenant ? C'est tout simplement cohérent avec une mesure que Nicolas Sarkozy a mise en œuvre, qui est l'exit tax. C'est la suite. Qui n'a pas été appliquée quelque part. Pas du tout. Elle est appliquée depuis le 3 mars 2011. Elle est appliquée sur la déclaration d'impôt qu'on fait en 2012 sur les revenus 2011. C'est combien ? C'est sur quoi ? Ça marche comment ? Le système, c'est le suivant. C'est quelqu'un qui voudrait quitter la France, qui paierait l'impôt sur la fortune, qui voudrait quitter la France et faire des plus-values de cession à l'extérieur de la France pour essayer d'échapper en fait à l'impôt sur ces plus-values, eh bien serait rattrapé par le fisc. En général, il ne déclare pas quand il sort des valises son exil fiscal. Enfin, s'il paye de l'ISF en France, il est connu, si vous voulez. Il paye de l'ISF en France, il part, et ben, s'il fait des plus-values dans les 8 ans qui suivent son départ de France, elles seront taxées. Et là, Nicolas Sarkozy propose d'aller plus loin que cette mesure qu'il a déjà mise en place, qui est d'appliquer un système qui existe aux États-Unis. Un Français qui habite à l'étranger, non pas pour y travailler, avec des revenus, mais pour y fuir l'impôt sur le patrimoine, ce Français-là devra payer à la France la différence entre ce qu'il aurait payé en France d'impôt sur le patrimoine et ce qu'il paye à l'étranger dans son lieu de résidence. Autrement dit, ce ne sera plus attractif pour un Français de quitter l'étranger pour des raisons de fiscalité sur le patrimoine. C'est un système qu'appliquent les Américains, c'est un système que nous pouvons appliquer. Aux États-Unis, c'est sur le revenu. Il y a un impôt mondial sur le revenu. Alors là, ce sera sur le capital. Et je veux dire les choses très clairement ici, parce que derrière, il y a une différence de philosophie. Nicolas Sarkozy veut que les riches restent en France et investissent en France. François Hollande, et on l'a vu à travers ce projet de taxe à 75% dont il a dit avec un cynisme incroyable qu'elle rapporterait rien, finalement, il veut que les riches s'en aillent, ou d'ailleurs qu'il ne se passe rien de particulier. Il veut juste faire un coup ou une provocation dans le cadre de l'élection. Vous voulez faire payer les riches, Benoît Hamon ? Plus qu'ils ne payent aujourd'hui, oui, mais parce que c'est justice. Mais d'ailleurs, c'est pour ça la même raison que je trouve que cette idée n'est pas forcément une idée mauvaise. Elle reprend en partie une proposition qu'avait faite Jérôme Cahuzac à l'Assemblée, qui n'avait pas soutenu à l'époque le gouvernement. Mais je veux dire, il faut essayer de remettre ça dans un contexte. Qui n'est pas dans le programme de François Hollande. Non, mais l'objectif, nous, c'est de faire une grande réforme fiscale qui ne concerne pas juste quelques exilés fiscaux. Il s'agit que les riches payent les impôts qu'ils doivent partout, en France, comme à l'extérieur du territoire. Et la différence entre le taux théorique qui s'applique aux plus riches et le taux effectif, par exemple ceux qui sont soumis aujourd'hui à la tranche marginale telle qu'elle existe de 41%, payent en réalité 20% d'impôts sur les revenus qui sont les leurs. Et on voit bien que d'une manière ou d'une autre, il y a des stratégies aujourd'hui d'optimisation fiscale qui les amènent à échapper à l'impôt, qu'ils soient résidents en France ou résidents à l'étranger. Et toute notre stratégie, toute la proposition de François Hollande est évidemment de diminuer, en tout cas de ne pas faire peser l'effort fiscal sur les Français à travers une augmentation de la TVA, comme propose Nicolas Sarkozy, mais à travers un impôt sur le revenu plus progressif et un impôt sur le patrimoine plus transparent et plus juste. Donc ce sera le rétablissement de l'impôt sur la fortune, parce que nous pensons que là encore, ça n'est que justice, à un moment où les caisses de l'État sont quand même assez vides. Et puis ce sera un impôt progressif avec 2 tranches supplémentaires, une tranche à 45%, au-delà de 150 000 euros net, et une tranche au-dessus à 75% au-delà d'1 million d'euros net, avec là encore un souci global vis-à-vis des entreprises comme des ménages, de faire payer moins celui qui vit de son travail, ou la petite entreprise qui a besoin de conquérir des marchés, et de faire payer plus celui qui distribue des dividendes ou celui qui vit de la rente. Vous avez l'impression d'être doublé sur votre gauche par Nicolas Sarkozy ? Je vous assure que le jour où je serai doublé sur ma gauche et François Hollande par Nicolas Sarkozy, c'est pas parce qu'on sort une mesure comme ça. C'est pour ça que je pense que extraire une petite mesure d'une réalité, c'est qui augmente la TVA ? Nicolas Sarkozy. Et c'est pas parce qu'on va aller débusquer 3 exilés fiscaux, ce qu'on n'a pas fait depuis 5 ans, qu'on oubliera qu'on augmente la TVA. Donc nous ne sommes pas favorables à une augmentation de la TVA, nous sommes favorables à une fiscalité qui ne touche pas les classes moyennes et les classes populaires, et qui se concentre sur les entreprises les plus riches comme les ménages les plus riches. Mais là encore, il n'y a que justice.
Je pense que nos auditeurs, qui ne sont pas forcément tous concernés par l'ISF ou la tranche à 75% sur le million d'euros, ont droit et envie de savoir ce qu'on propose exactement, ce que proposent les uns et les autres pour eux. Ils sont tous concernés par la TVA, comme le dit Benoît. Oui, justement. Et là, la différence, pour eux, pour ce qui les concerne, elle est très nette. C'est-à-dire, d'un côté, on a Nicolas Sarkozy qui veut baisser les cotisations salariales au niveau du SMIC, 840 € net en plus au niveau du SMIC, en redistribuant la prime pour l'emploi et en alourdissant l'impôt sur les dividendes. On a Nicolas Sarkozy qui veut baisser les charges. Qui veut baisser les charges. C'est marrant, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais c'est pour comprendre. C'est une manie. Mais non, mais c'est pour comprendre, 840 parce que j'imagine que les c'est auditeurs... 1070 € brut, Benoît Hamon. C'est la redistribution de 4 milliards. Ce qui va faire combien par salarié au SMIC? Parce que le 840 € net, je viens de vous le dire. En plus 840 € net en plus. Par an. Par an. Voilà. 840 € net en plus par an au niveau du SMIC. On prend la prime pour l'emploi, 2,5 milliards par an. On prend 1,5 milliard qu'on vient prendre sur les dividendes. Et on redistribue tout ça entre 1 et 1,4 SMIC. La PPE qui a la prime la soustraction pour entre les 840 € et la prime pour l'emploi. La prime pour l'emploi qui a été inventée du temps de Jospin, elle marche pas et tout le monde le sait très bien. C'est une prime pour le retour à l'emploi. Vous défendiez vos arguments, mais c'est juste qu'il faut faire une soustraction plus d'un an après le retour à l'emploi. Je comprends que vous vouliez pas, mais c'est finir. Parce que du côté de Nicolas Sarkozy, 840 €, vous m'aidez moi à comprendre votre projet. Du côté de Nicolas Sarkozy, la proposition elle est claire. Baisser les cotisations salariales et baisser les charges pour pouvoir améliorer la compétitivité. Et augmenter la TVA, ce qui n'augmentera pas les prix compte tenu de la situation de concurrence dans laquelle on est. Et ce qu'ont fait nos voisins qui s'en sortent mieux que nous. Tout simplement parce que ça permet de faire financer notre protection sociale en partie par les importations. Et c'est quand même pas mal qu'un produit importé de Chine paye 1,6% pour financer notre protection sociale. De l'autre côté, du côté de François Hollande, la proposition elle est claire aussi. C'est impôt pour tout le monde. Création d'une cotisation pour financer la dépendance. On ne sait toujours pas laquelle. Alourdissement de la fiscalité sur l'assurance vie qui concerne 17 millions de nos compatriotes, c'est l'épargne populaire. Augmentation des charges patronales et des cotisations salariales. 0,1% par an, ça fera 0,5% à la fin du quinquennat et ce pour financer le retour en arrière sur la réforme des retraites. Bref, ce sont des impôts pour tout le monde. François Hollande a proposé aussi récemment... Et en fait, ça mesure à 75%. C'est la danse du voile. Parce que si vous voulez, on peut être pour, on peut être contre. Il l'a dit lui-même avec un grand cynisme. Ça sert à rien et ça apporte rien. Mais surtout, c'est la danse du voile. C'est la danse du voile pour faire oublier. C'est la danse du voile pour faire oublier ce que c'est que le programme de François Hollande qui est l'impôt pour tous. Il y a eu rétropédalage sur la proposition de François Hollande sur cet impôt à 75%. On a bien compris qu'il y avait eu des mots réassurants à l'instar des clubs de foot. On a bien compris que des gens comme Jérôme Cahuzac, dont vous parliez tout à l'heure, n'étaient même pas au courant de cette mesure et cherchaient à la minimiser. Ça flotte un peu. Je vous rassure, elle est maintenue et il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est très intéressant, il y a un sujet qui vient d'être invoqué par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est celui de la dépendance. On a une situation, alors là vous la croisez comme moi, où des familles ou des couples qui ont entre 50 et 60 ans ont gardé un peu plus longtemps que prévu leurs enfants à charge et aujourd'hui sont confrontés au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie ou de la dépendance de leurs parents. Et avec une épargne de ces parents qui est une épargne si faible qu'aujourd'hui le maintien à domicile est compliqué, les maisons de retraite c'est dur à financer et donc se pose la question du financement de cela. Et c'est vrai que la réforme promise par Nicolas Sarkozy n'a jamais eu lieu. Il y a deux solutions, oui, mais je veux dire juste il y a deux solutions. Où on relève... Il y a beaucoup de places qui ont été créées, mais on peut en parler longuement. Où ça relève de la solidarité, c'est-à-dire qu'il faut créer de facto une cotisation, ou ça relève du privé, de l'assurantiel, c'est-à-dire qui a les moyens de payer la maison de retraite parce qu'il aura bien épargné le peu, mais qui n'a pas les moyens, après bénéficiera du socle minimum, on va dire, de solidarité dans ce domaine-là. Nous considérons que vis-à-vis de la prise en charge de la dépendance, et pour ces familles qui sont confrontées à une difficulté nouvelle, qui est de savoir comment est-ce qu'on assure une vie qui soit une vie et une fin de vie digne pour nos parents et pour nos anciens. Sur ces questions-là, il y a besoin de la solidarité. On ne peut pas imaginer que demain, ceux et celles qui ont déjà eu une vie de travail difficile soient ceux et celles qui soient abandonnés au moment de la prise en charge de leur dépendance ou de la perte d'autonomie. Cette question-là, c'est une question qui n'est pas neutre, et y compris pour laquelle les retraités, eux, aujourd'hui, demandent des réponses et sont prêts, d'ailleurs, à financer une partie de cette réponse. Et c'est le sens de la démarche qui est la nôtre. C'est que nous ne pensons pas, nous, qu'il faille demain, au même titre qu'il y a aujourd'hui des citoyens qui sont des citoyens qui ont plus de mal à s'en sortir que d'autres, qu'il faille que, pendant la retraite,
vis-à-vis de la dépendance, il y a des personnes âgées qui soient abandonnées. C'est tout. C'est la justice et la solidarité. On peut partager le constat de la très grande difficulté dans laquelle sont de plus en plus de familles. Mais ça, les constats, on est champion, c'est la réponse qui est importante. Vous êtes champion, je vous confirme. Qui doit accompagner la génération d'avant. Benoît Hamon, c'est fou ça. Mais non, mais répondez sur la solidarité. Et vous m'interrompez 12 fois par minute. On peut partager le constat. Moi, ce qui me gêne dans votre démarche, c'est que vous êtes complètement drogué à l'impôt. Parce que je prends cette personne-là, jeune retraitée, qui doit s'occuper de ses parents, et c'est dur. Qui doit s'occuper de ses parents, et c'est dur. Et bien, sa situation avec vous, alors elle est carrément beaucoup plus dure. Il a dû se payer une cotisation dépendance. Son assurance vie, elle a été taxée. Vous l'avez annoncé de plus en plus. Vous voulez aller vers une fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Vous voulez aller sur une fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Ce sera très défavorable aux retraités. En fin de carrière, vous lui aurez augmenté ses cotisations salariales et ses charges patronales pour financer votre retour en arrière sur l'âge de la retraite. D'autres, il ne profitera pas forcément parce que ça n'est pas un retour en arrière pour tout le monde. Augmenter la TVA, c'est les retraités qui en prennent le plus. Finalement, Benoît Hamon, votre proposition, c'est de l'impôt pour tout le monde, caché derrière quelques déclarations inopérantes, comme celle sur 75% ou celle sur l'ISF, parce que l'ISF, c'est comme le reste. Vous dites on reviendra en arrière, on vote contre. Et là, François Hollande a dit que finalement, le nouveau seuil d'entrée dans l'ISF, ça lui convenait très bien, et 1,3 million, il trouvait ça très correct. Donc, le Parti socialiste, c'est des grands discours sur les riches pour cacher la réalité qui est de l'impôt pour tout le monde. Je vous assure le jeune retraité dont je parlais, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Le jeune retraité dont vous parliez. Et Benoît, mais non, mais je trouve dommage que vous mimiez. Non, mais je vous assure que je trouve dommage que vous mimiez. Vous ne répondez jamais sur le fond. Vous coupez tout le temps. C'est pour ça que je vous demande d'être honnête. Et vous n'avez que des choses. Moi, je vous dis, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais vous pouvez répondre sur le fond. Les générations. Mais vous pouvez répondre sur le fond. La cotisation dépendance, l'augmentation de la fiscalité sur l'assurance vie. Vous pensez que le jeune retraité qui va s'occuper de ses parents, il va apprécier ça. Vous pensez que vous n'avez pas créé plus de problèmes que vous lui apportez de solutions. Le retraité qui se préoccupe du financement de la dépendance de ses propres parents qui sont encore retraités ou du financement de sa propre perte d'autonomie, aujourd'hui, beaucoup de ces familles-là nous posent la question, est-ce que c'est sur mon épargne et sur les produits d'assurance que j'ai contractés que je finance cela, ou est-ce qu'il y aura demain la solidarité, c'est-à-dire intervention, redistribution. Or, ils demandent tous la redistribution. Et parce donc vous ferez une 5e branche de sécurité sociale pour la dépendance, question, elle sera posée et négociée avec les partenaires sociaux. Mais je le dis, elle sera négociée avec les partenaires sociaux. Combien vous faites payer à chaque Français ? Mais cette question-là, elle sera mise sur la table avec les partenaires sociaux. Ce sera dans la liste de toutes les tables rondes que François Hollande a annoncées. Mais sinon, ils paieront de toute manière. Parce que les tables rondes, tous les jours, ils en créent. Vous préférez quoi ? Un produit qui soit contracté auprès d'une banque et d'une société d'assurance ou la solidarité ? Eh bien moi, je préfère que plutôt que d'aller payer, de mettre de l'argent qui va aller sur un compte en banque, on finance la solidarité pour qu'on redistribue. Sinon, seuls les plus riches arriveront à répondre au problème de dépendance. C'est qu'on dise la vérité aux Français. C'est le b.a.-ba. Ce que je préfère, c'est qu'on dise la vérité aux Français. François Hollande envisage, vous venez de le reconnaître, de créer toute une série de taxes ou de hausse de la fiscalité. Écoutez, l'augmentation de la fiscalité sur l'assurance vie, la création d'une cotisation sur la dépendance, et vous n'êtes même pas capable de dire à quel taux et combien ça va coûter aux Français. Nicolas Sarkozy, il donne des chiffres précis. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la proposition ? Est-ce que vous assumez ces hausses d'impôts dont parle Attendez, on va revenir tranquillement à cette question-là. Nous assumons de dire que demain, il faudra mettre en place un prélèvement qui finance la solidarité. Ce prélèvement sera discuté avec qui ? Les partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat et les syndicats. Parce que le but n'est pas d'alourdir ce qui est la charge des ménages et des retraités indifféremment. Nous posons cette question-là pour une raison simple. Est-ce que vous ferez la même chose que cette question-là, elle est posée aux ménages aujourd'hui. Les Français, ils mettent de l'argent de côté. Tout sur un impôt, à payer encore par les actifs. De la dépendance par un système de sécurité sociale. Ma première critique vis-à-vis de Benoît Hamon, elle n'est pas de savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Elle est sur la vérité. Il ne dit pas la vérité. On ne sait pas de combien. Il dit qu'il y aura des charges sociales supplémentaires pour financer ce risque de dépendance. Moi, quand je parle de la TVA, je vous dis précisément, alors il y a pour financer la baisse des charges patronales, pour améliorer notre compétitivité, pour éviter les délocalisations, on propose 1,6%, on le fait sur la TVA, et 2% sur la CSG patrimoine. Pas le risque de dépendance.
Moi, je vous donne des chiffres précis sur les propositions de Nicolas Sarkozy. Benoît Hamon ne donne jamais des chiffres précis sur les propositions de François Hollande. Il a annoncé une cotisation dépendance. On ne sait pas de combien elle est. Et surtout, surtout Christophe Yabouchi. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que sur ce sujet, comme sur le reste, il propose encore une commission, une discussion avec les partenaires sociaux. J'en ai fait la liste. Alors, il propose une grande conférence environnementale, un grand débat sur l'énergie, une grande conférence européenne sur la Hadopi, une grande conférence salariale, une conférence sur les retraites. Il propose même une table ronde sur Fralib. Ces tables rondes colloquent tous les jours avec François Hollande, mais c'est jamais une proposition précise. Bon. C'est un manque de... Mais ça fait partie du jeu du débat qui explique que les infos les autres pas. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet qui est quand même pas rien. Moi, je n'ai pas ma réponse sur comment vous financez la perte d'autonomie et la dépendance. Ça, il y a zéro réponse. Mais c'est important de ce débat-là. C'est que non, mais vous augmentez la TVA vous aujourd'hui, et vous m'inventez la fable sur laquelle ça augmente pas les prix. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Alors sur la TVA et l'augmentation des prix. On parle de la dépendance. Attendez, je peux pas le laisser dire n'importe quoi non plus. Mais dans quel pays ça n'augmente pas les prix? Eh bien, quand on est en situation de crise comme en ce moment, quand on est en situation de pression sur les prix comme en ce moment, une augmentation de 1,6 sur la TVA, ça n'augmente quasiment pas les prix. Parce que par exemple, quand vous avez augmenté de 5,5 à 7% l'autorégule, ça n'a pas augmenté les prix. D'autant plus, Benoît Hamon, que cette augmentation de la TVA, elle est seulement sur le plus élevé, le taux le plus élevé. Elle n'est pas sur le taux le plus bas. Et vous savez bien que tous les produits de nécessité, ils sont au taux le plus bas. Mais Benoît Hamon, de toute façon, derrière, oui ou non, vous n'arriverez pas à sortir de cette équation impossible qui est que vous proposez des mesures nouvelles alors que la France a besoin de revenir à l'équilibre sur ses déficits. On a beaucoup parlé d'impôts, on a beaucoup parlé de fiscalité. Là, sur le pouvoir d'achat, une question, parce que je vois que Benoît Hamon a un petit peu de retard. Vous avez tout à l'heure, une des propositions d'Anne Morizet, c'était de baisser, une part de Nicolas Sarkozy en l'occurrence, c'est de baisser effectivement une partie des cotisations sociales pour augmenter le salaire net, notamment des gens qui sont au niveau du SMIC. Vous, votre proposition sur le SMIC, c'est pas de l'augmenter, si j'ai bien compris, mais c'est une proposition récente de François Hollande pour tout point de croissance, d'augmenter le SMIC de 0,5 points, c'est-à-dire de l'indexer en partie sur la croissance. C'est votre réponse? Et d'alourdir les charges pour financer le retour en arrière sur la réforme des retraites, faut le dire. J'adore le projet de François Hollande par Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est juste pas caricatural. C'est un peu plus clair. Moi, j'essaye de comprendre parce que je pense qu'il n'y a pas un Français qui a compris. C'est très bien. Le pouvoir d'achat, c'est la proposition de Hollande. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'avoir une politique de coup de pouce, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une augmentation en fonction de l'inflation, ce qui revient à ne pas augmenter le pouvoir d'achat. Il y a donc le fait de donner les moyens qu'on puisse relever le SMIC par rapport à l'inflation. Donc le SMIC au 1er juillet, si vous étiez élu, serait davantage valorisé que le montant de l'inflation. C'est simple, pour un point de croissance, on fait 0,5 de SMIC. Mais attendez, je vais plus loin. Si je peux permettre d'aller un peu plus loin. La question, c'est ensuite le tarif social de l'ensemble des factures que l'on paye sur l'électricité, sur l'eau, et qui doit être fait de façon à ce qu'il allège les charges hors loyer des ménages. Il y a l'encadrement des loyers à la relocation, qui nous paraît extrêmement important. Il y a la nécessité aujourd'hui de lutter contre tout ce que sont les dépassements d'honoraires, et notamment les dépassements d'honoraires dans les zones qui sont les zones les plus sensibles et les plus denses, dans lesquelles qui amènent à ce qu'aujourd'hui on paye ou plus de mutuelles ou plus de dépassements d'honoraires, donc qu'on voit ses revenus baisser. Bref, on a aujourd'hui toute une série de mesures comme l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25%, plus, alors ça va être une grande conférence, elle aime pas ça, Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il faut dire que vous n'avez pas tellement aimé dialoguer, à l'exception, je le reconnais, du Grenelle de l'environnement, comme quoi vous faites aussi des conférences et que des fois vous aimez bien y participer. Avec 268 mesures mises en œuvre derrière, la conférence, c'est pas une fin en soi. Sauf que ceux qui étaient autour de la table sont un petit peu déçus de la manière dont ça s'est passé ensuite. Mais c'est pas grave. Comme quoi les conférences, quand il y a du dialogue, mais je vais prendre le bon exemple. Dont vous ayez envie de parler. Oui, mais si, justement. Parce que vous aviez enclenché quelque chose. Non, mais quand vous aviez enclenché quelque chose de vertueux dans ce domaine-là, dommage que ça n'ait pas été suivi des faits. Pas surtout, en tout cas, mais vous aviez fait quelque chose. Mais c'est grâce au dialogue. Eh bien, nous pensons que sur les salaires, sur la question du financement de la solidarité, eh bien, sur ces questions-là, nous pensons qu'il faut organiser effectivement la négociation sociale parce que c'est utile. Sur le même modèle. Comme sur les 35 heures. Mais sur les 35 heures, il n'y a jamais eu autant de négociations entreprise par entreprise à l'époque. Vous vous en souvenez? Alors, c'est pas le souvenir qu'en avaient les salariés. Écoutez, mais c'est pour ça qu'ils veulent tous abandonner les 35 heures. Il a déjà beaucoup voté pendant le quinquennat. C'est pour ça que vous ne l'aviez pas remis en cause, vous. Ça fait 5 ans que vous me dites que les 35 heures sont responsables de la crise, mais vous avez gardé les 35 heures. Parce que le coût du travail a augmenté en France. Mais pourquoi vous ne l'avez pas remis en cause? C'était le débat du... Mais pourquoi? Et la défiscalisation des heures supplémentaires, Benoît Hamon, sur laquelle vous voulez revenir, abandonner la durée légale à 35 heures. 9 millions de Français. Donc vous allez faire une loi qui est fin des 35 heures. Vous avez entendu parler des accords compétitivité-emploi? Les accords compétitivité-emploi, ils permettent, branche par branche, entreprise
par entreprise de se sortir de ce carcan qui casse l'emploi en France. Oui, parce que vous allez aller expliquer aux chômeurs qu'il y a eu des négociations pour aller aux 35 heures, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Deux questions concrètes de société pour finir, s'il vous plaît, Benoît Hamon. D'abord, la contraception et l'interruption volontaire de grossesse gratuite pour les mineurs, ce que propose François Hollande, je crois. Oui, mais je pense qu'on le problème, c'est que c'est déjà le cas. Non, aujourd'hui, il faut un forfait. Non. Pas du tout. Aujourd'hui, l'IVG est remboursé à 100% pour les personnes qui ont la CMU ou qui sont des mineurs sans autorisation parentale. Sur lesquelles on va être d'accord, je l'espère. En Ile-de-France, aujourd'hui, le droit à l'IVG, il est de moins en moins bien assuré. Il y a 5000 femmes qui vont avorter à l'étranger. En Ile-de-France, on sait que c'est compliqué. Donc il faut que dans ce domaine-là, si vous le voulez bien, on essaye, en tout cas peut-être, de regarder dans le même sens et d'améliorer les conditions dans lesquelles est-ce que vous contestez ce que je viens de dire? Christophe Iacobici nous dit François Hollande propose le remboursement à 100% pour les mineurs. Je dis aujourd'hui, le remboursement à 100%, il est fait pour les mineurs sans autorisation parentale. C'est la réalité. Oui, mais nous on veut que ce soit anonyme. De toute façon, ce qu'une mineure puisse y avoir accès sans pour autant avoir l'autorisation parentale. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, vous êtes remboursé à 100% quand vous êtes une mineure sans autorisation parentale. Il y a 5000 femmes qui vont avorter à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les centres de planning familial, comme un certain nombre d'hôpitaux, c'est difficile d'avoir. La proposition de François Hollande. Vous pouvez dire le contraire. En tout cas, vous êtes d'accord tous les deux sur la question des accords. J'ai un hôpital sur ma ville. Je connais bien le sujet. Aujourd'hui, vous avez la moitié des IVG qui se font par voie médicamenteuse. Donc, quand on parle de place en hôpitaux, on n'épuise pas le sujet. En revanche, il y a un problème d'accompagnement sur la contraception et de formation, notamment des mineurs. Parce que la moitié des mineurs qui subissent une IVG, elles prenaient une contraception ou elles croyaient prendre une contraception qui, en fait, n'a pas fonctionné parce qu'elles n'avaient pas été bien formées. Très vite, deuxième question de société, très vite. Le mariage et l'adoption par les couples gays, vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes une nouvelle génération. Est-ce que c'est dans le programme? Nous sommes favorables. Moi, je ne suis pas d'accord pour l'adoption. Pour ce qui est d'avoir une union publique autrement. De mariage, par exemple, j'ai accepté dans ma ville de célébrer des unions, de recevoir en mairie des personnes qui souhaitent unir par le biais d'un Pacs, parce que je trouve que c'est, si vous voulez, ça participe de la fête. En revanche, moi, je suis pas pour l'adoption par les couples homosexuels. Mais vous êtes pour le mariage? Comment? Vous êtes pour le mariage? Le problème du mariage aujourd'hui, c'est que ça conduit à l'adoption, si vous voulez. Moi, qui est une union publique devant la société, et je vous dis, je suis prête à recevoir en mairie, et je le fais. Oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la revendication du mariage, elle conduit à l'adoption, que c'est ça son objet. C'est un problème pour vous que ça conduise à l'adoption, le mariage gay? Je suis pour qu'il y ait le droit à l'égalité des droits. L'adoption, donc le mariage, il pose pas de problème. Mais qui existe déjà, vous savez que dans votre département comme ailleurs, il y a des enfants qui sont adoptés parfois par des célibataires. Oui, et qui sont parfois très bien élevés, mais c'est pas une raison, de mon point de vue. Bon, écoutez, ça fait un désaccord. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, Benoît Hamon d'avoir été avec nous sur BFM TV et RMC.